D'abord, je vais me permettre juste de compléter un tout petit peu votre présentation et de la corriger sur un point. Je dirige une revue qui s'appelle Prochoix, mais qui n'est pas du tout, qui n'a rien à voir avec les États-Unis, ni avec même le féminisme américain, que de très loin. En fait, c'est une revue féministe, antiraciste et laïque. Je travaille depuis plus de 15 ans sur ces sujets qui, comme vous le savez, laissent peu de loisirs ces dernières années. J'ai travaillé notamment beaucoup sur la conférence de Durban, dont vous avez sans doute entendu parler. Je suis revenue de cette conférence, j'y suis allée plutôt en ayant mené des combats contre l'homophobie, pour l'avancée des droits des femmes. J'ai rencontré là-bas des militantes, des ONG juives qui, pour la première fois de leur vie, sans doute subissaient des attaques antisémites au sein, en plus d'une conférence contre le racisme. Ça avait quelque chose de tout à fait étonnant. J'ai vu des gens d'extrême gauche, main dans la main avec des islamistes, ce qui pour moi était totalement une absurdité. Et puis, de retour en France, j'ai compris qu'on allait en avoir pour 10 ans de travail. On était le 9 septembre 2001. On n'a pas été déçus dans les jours qui ont suivi. Mais dans les jours qui ont suivi, j'ai aussi vu des amis juifs et arabes qui avaient l'habitude d'origine de se battre contre le racisme, se diviser. Bon, ils se divisaient depuis la seconde intifada. Depuis la seconde intifada, il y avait quelque chose qui était cassé au sein de l'antiracisme français. Le 11 septembre n'a rien arrangé. J'ai pensé dans un premier temps que le 11 septembre allait arranger les choses, qu'on allait peut-être comprendre qu'on avait tous un ennemi commun, qui était notamment le fanatisme, mais j'étais sur une radio juive pour en parler de cette conférence de Durban, et quelqu'un a appelé et a dit « Mais les musulmans, ils ont ça dans le sang, ils ne savent que poser des bombes. » Et là, je me suis dit, bon, entre ceux que j'ai vus manifester avec des islamistes au nom de l'antiracisme, et ceux qui se disent antiracistes et juifs, mais qui sont capables de tenir ces propos, je crois qu'on va passer des années très 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 compliquées. Et j'ai décidé avec Rémy Tavener, qui est là aussi, d'écrire un livre, Tir croisé, qui compare les intégrismes juifs, chrétiens et musulmans pour essayer de comprendre où étaient les points de convergence, les points de divergence. Et je vais en parler un peu, notamment à la fin, et je parlerai de la France et je parlerai un peu de ce qu'on a dit aussi sur la laïcité en Israël. Et cette comparaison, puisque moi à la base je travaille sur l'extrême droite, je travaille sur l'intégrisme chrétien notamment. Et puis après le 11 septembre, je me suis mis à travailler beaucoup sur l'intégrisme musulman, ce qui me vaut de travailler sur des personnages aussi charmants que Tariq Ramadan ou Marine Le Pen, qui ont d'ailleurs parfois d'assez beaux points de ressemblance. Je vais essayer peut-être à la fois de vous rassurer sur certains points, parce que j'entends, et en même temps de garder une certaine ligne et un certain appel à la vigilance. Je vous dirais qu'à Paris, j'ai plutôt l'habitude de sonner l'alerte. Sonner l'alerte pour dire on ne doit pas relâcher la vigilance face à l'islamisme, on ne doit pas lui trouver des circonstances atténuantes et surtout pas le risque du racisme, ça ne suffit pas à lui trouver des circonstances atténuantes, on ne doit pas relâcher la vigilance vis-à-vis de l'antisémitisme. Mais quand je suis en Israël, comme je suis un peu l'inverse de Tariq Ramadan, j'ai l'habitude de dire aux gens s'ils n'ont pas envie d'entendre, pas le contraire. J'ai juste envie de corriger un peu peut-être l'idée qui moi me blesse quand j'ai l'impression que depuis Israël, on ne voit la France, c'est pour répondre aussi à Claude Klein qui disait on ne voit d'Israël que les atteintes à la laïcité en France. J'ai envie de lui dire oui c'est vrai, mais il y a une explication à ça, c'est qu'en France depuis 10 ans, je suis bien placé pour le savoir, on ne parle que d'islamisme, que d'islam quasiment quand on parle d'atteinte à la laïcité. Hassan Chalgoumi est aussi bien placé pour le savoir, et que de temps en temps on est bien obligé de rééquilibrer un petit peu et d'aller trouver des atteintes à la laïcité faites par les autres intégrismes si on veut rester dans une approche laïque et pas dans une approche qui devient uniquement anti-islam. Et donc, oui, quand il y a des atteintes à la laïcité en Israël, ça nous fait au moins un exemple que l'on peut citer pour rééquilibrer tous les débats que nous avons en France sur l'islam. Et à l'inverse, moi j'ai le sentiment parfois que peut-être vu d'Israël, on ne parle plus que de la France, et on a bien raison quand il y a des agressions antisémites, et on a peut-être le sentiment qu'aujourd'hui, en France, c'est devenu quelque chose de toléré, ou en tout cas auquel on s'est habitué. Là, j'ai vraiment envie de vous rassurer sur ce point, l'antisémitisme n'est absolument pas quelque chose auquel on s'habituera jamais en France. Nous avons une histoire, personne ne l'oublie, elle est au cœur même de tout ce qui est le débat intellectuel français. Et c'est ce qui d'ailleurs rend si fou furieux nos adversaires idéologiques, pro-islamistes ou les indigènes de la République, les amis de Tariq Ramadan, les amis de Dieudonné, quelques-uns avec qui j'ai l'habitude et d'autres ici de ferrailler, c'est qu'ils ont perdu la bataille intellectuelle en France. Ils l'ont totalement perdue. Ils l'ont perdue parce qu'il y a notamment le souvenir de la Shoah,
qui fait que dès qu'ils franchissent la ligne, dès qu'ils mettent un pied sur quelque chose qui peut ressembler de près ou de loin à de l'antisémitisme, ils sont totalement... Les foudres s'abattent sur eux, les foudres dans le débat public français s'abattent sur eux. Et c'est très bien ainsi. Et sur l'échiquier politique aujourd'hui, on a eu l'habitude ces dernières années de présenter, et je fais partie de ceux qui ont écrit un livre pour dire à la gauche, à ma gauche, parce que je suis de gauche, ne cédez rien à la tentation obscurantiste. Et qui commence par la conférence de Durban, et qui continue en analysant ceux qui, lors de la bataille pour la loi sur les signes religieux de 2004, ont trouvé des circonstances atténuantes au voile, ont trouvé qu'on en faisait trop, qu'en plus c'était une loi votée par la droite donc il ne fallait pas la soutenir. Ces gens-là, depuis 10 ans, n'ont fait que perdre des points. Si vous regardez l'échiquier politique, je mets de côté 2 secondes, et c'est pas pour le minimiser, je mets de côté les fous furieux qui sont capables de tuer, de tabasser, qui sont des agresseurs antisémites, même si les agressions antisémites restent moins importantes que les agressions racistes anti-arabes en France, ça reste toujours une agression et un crime de trop. Je parle du débat intellectuel, je parle du débat politique. Dans ce débat politique, aujourd'hui, à l'extrême gauche, vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, quand un parti comme le NPA, de la gauche radicale anticapitaliste, a présenté une fille voilée dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Scandale absolu. Division totale au sein de la gauche anticapitaliste. La même qui, pourtant, sur la loi du voile, n'était pas très courageuse et même nous traitait de racistes et d'islamophobes parce que nous la soutenions. Je recevais, moi, des messages quasi clandestins de gens qui disaient « Mais on est en train de faire ménage. Ça n'est pas possible, ça n'est pas tolérable. » Le front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui a d'autres défauts, mais qui a un avantage, c'est qu'il est laïque, a récupéré toutes les troupes du NPA qui n'étaient en désaccord total avec cette tolérance envers cette candidate, non seulement voilée, mais dans un environnement idéologique qui allait avec. Aujourd'hui, le NPA est dans un état lamentable, et c'est le front de gauche qui monte, donc la gauche radicale plutôt très laïque. Les Verts restent le parti sans doute le plus confus sur ces sujets, incontestablement, à tout point de vue. Ils ont fait d'ailleurs un score ridicule à l'élection présidentielle, et ils se préparent peut-être des changements, où moi j'ai espoir que la succession à Cécile Duflot soit beaucoup plus laïque que ça n'a jamais été la direction des Verts. Au Parti Socialiste, où j'ai eu l'occasion, ce qui m'a valu de recevoir un Yabon Awards des Indivisibles, qui sont un peu aujourd'hui la nouvelle vitrine polie de l'équivalent des indigènes de la République, des gens qui sont capables d'être très très paillettes dans les médias, d'avoir l'air d'être juste antiracistes, mais qui quand même considèrent qu'aujourd'hui le principal antiracisme c'est d'être pour le voile, et même d'aller manifester avec les indigènes de la République qui de temps en temps font une minute de silence pour le cher Yassine. Ces indivisibles si sympathiques font chaque année des cérémonies de prix pour décerner des prix aux plus grands racistes. Généralement, ils désignent plutôt des intellectuels racistes des 5 dernières années. Le soir où Mohamed Merah était en train d'être cerné par les forces de police, alors que le pays était totalement sous le coup de l'émotion de ce qui venait se passer à Toulouse et à Montauban. Le soir, là, les Indivisibles ont fait une cérémonie pour remettre leur fameux Yabon Award, ces prix ironiques sur le racisme, et ils ont trouvé qu'il y avait quelques grands racistes. Il n'y avait pas Mohamed Merah, il n'y avait pas Brice Hortefeux, il n'y avait pas Éric Zemmour, qui honnêtement mérite quelquefois cette palme, mais il y avait Caroline Fourest, il y avait Christophe Barbier, enfin voilà. Honnêtement, ils se sont ridiculisés. Mais pour quelle phrase je suis nommée à ce prix, et je l'ai mérité. C'était une convention sur l'égalité réelle organisée par le Parti Socialiste, où j'étais face à Rokhaya Diallo des Indivisibles, qui avait plaidé pour diversité, statistiques ethniques, laïcité ouverte, surtout au voile, et tolérance envers l'islam politique. Et face à elle, devant l'ensemble des sections du Parti Socialiste, j'ai plaidé pour une gauche qui ne cède rien à l'islamisme, rien à l'antisémitisme, qui se bat pied à pied avec les intégrismes, qui se continue d'être fidèle à sa tradition de lutte pour l'émancipation. Et j'ai donné un exemple, qui est l'exemple d'une mairie UMP, d'un maire UMP, qui, honnêtement, il s'est fait plutôt avoir, avait prêté son gymnase à une association proche de l'UOIF, donc des frères musulmans, qui voulait organiser un tournoi de basket non mixte, donc entre filles voilées, pour récolter des fonds pour une organisation qui, en fait, on le sait, lève des fonds pour le Hamas. Je le sais puisque j'ai eu des procès avec eux. Et pour cette phrase, pour avoir dit le progrès, l'émancipation, la laïcité, ça n'est certainement pas de prêter des gymnases à des organisations islamistes qui font des tournois de basket entre filles voilées pour lever des fonds pour le Hamas, j'ai eu ce fameux prix des Indivisibles. Mais l'ensemble des sections du Parti Socialiste
qui donc aujourd'hui vient de gagner les élections, s'est levé et m'a applaudi pendant 10 minutes. Et ça a été la plus grande standing ovation de toute la journée. C'est juste pour vous dire que ces 10 ans de combat, depuis notamment la conférence de Durban, à gauche, en France, elle a porté cette clarification, elle a eu lieu. Et aujourd'hui, la gauche qui est en position de force pour toutes ces nuances, c'est la gauche qui a gagné sur la laïcité. Et c'était pour répondre à votre question sur où en est la laïcité, parce que depuis la loi de mars 2004, il s'est passé beaucoup de choses. Au moment de la loi de mars 2004, il y avait encore effectivement des tiraillements pour savoir si c'était raciste ou pas d'être contre le voile. Depuis 2004, à droite, on a beaucoup instrumentalisé les questions de laïcité, mais à mon sens, je dois vous le dire, je ne crois pas qu'on les fait toujours très intelligemment. Je pense que quand on met une politique aussi répressive, aussi tolérante envers les abus policiers, notamment sur les contrôles aux faciès, on finit par faire détester la laïcité quand ensuite on l'utilise de la part de ceux que l'on veut convaincre. Et aujourd'hui, ceux que l'on veut convaincre sont dans les quartiers populaires. Et donc, si on veut les convaincre, il ne s'agit pas de tenir un discours angélique. Moi, je suis ravie qu'ils se soient sentis heureux de la victoire d'une gauche, qui est une gauche qui, pendant toute la campagne électorale, a parlé de laïcité. Et qui, pendant toute la campagne électorale, a dit « La loi 1905, nous allons la placer au sommet de nos priorités. » Et qui, lorsque Nicolas Sarkozy, et je trouve ça absolument honteux, a été chercher Tariq Ramadan pour essayer de marquer des points pendant sa campagne électorale, une fois de plus. Tariq Ramadan, qui aujourd'hui a été marginalisé en France, qu'on a rendu aux Suisses avec beaucoup de plaisir, on a envoyé chez les Anglais, travaille beaucoup avec le Qatar et avec la Turquie. Très bien, tant mieux pour eux. Ce Tariq Ramadan dont on n'entendait plus tellement parler, et dont Nicolas Sarkozy et ses équipes ont dit qu'ils voulaient voter François Hollande. Ce qui était vraiment une récupération, une instrumentalisation extrêmement grossière et lui faire beaucoup d'honneur dans une campagne présidentielle où il n'avait pas à être à ce point nommé. Surtout qu'être nommé par Nicolas Sarkozy comme ennemi, c'est quand même la garantie de lui donner des bataillons de troupes et de femmes nouvelles dans les quartiers populaires. Le candidat du Parti Socialiste François Hollande a immédiatement, totalement, sans ambiguïté, dit qu'il n'avait évidemment rien à voir avec cet idéologue, dont les idées n'étaient juste à l'opposé des siennes. Donc Tariq Ramadan est devenu un épouvantail en France, quelqu'un dont on se refile le nom en disant « Si Tariq Ramadan tu approches, tu perdras l'élection présidentielle ». Et c'est comme ça que c'est vécu, et je l'espère pour très longtemps. Donc c'est pour vous dire, non seulement que la question de la laïcité n'est pas une question théorique, juridique, de définition de séparation des Églises et de l'État, c'est que c'est un combat permanent, intellectuel, politique, sur les questions de vigilance vis-à-vis de l'islamisme. Et que moi je suis, en ce qui concerne la France, plutôt très optimiste. Dans un contexte international, évidemment, qui ne nous facilite pas la tâche, qui, lui, nous porte plutôt au pessimisme. Je ne vais pas parler, c'est pas l'objet aujourd'hui, j'en parlerai peut-être lors d'une conférence, des suites des printemps démocratiques, qui, à mes yeux, devaient avoir lieu. Je dis juste un mot, c'est que travaillant sur les frères musulmans depuis des années, ma grande peur, c'était que les frères musulmans prennent le pouvoir en Égypte et dans d'autres pays en même temps, parce que ce seraient eux qui auraient fait tomber les dictatures. Eux, de leurs propres mains, eux, à force de combler tous les trous laissés par l'État impotent et incapable de ces régimes, eux devaient prendre la suite. Ils devaient être les héros du départ de ces régimes autoritaires. Ils ne le sont pas. Ils sont peut-être les profiteurs des révolutions, mais ils ne sont pas les héros de ces révolutions. Et ça, c'est complètement différent au regard de l'histoire telle qu'elle était en train de s'écrire. Parce que certes, ils sont les profiteurs immédiats, ce sont eux qui vont prendre le pouvoir en Égypte, en Tunisie, partout ailleurs. Ils vont gouverner pendant la pire crise économique que le monde ait connue depuis 1929. Ils vont connaître l'échec social. Et mon espoir, mais je ne sais pas si je le verrai de mon vivant, c'est que des luttes sociales, c'est que des mouvements de révolte de la jeunesse qui existent toujours et qui grondent toujours. Et en Égypte, les frères musulmans ont déjà perdu beaucoup de crédit entre les dernières législatives et maintenant. Ils ont perdu 20 points entre la dernière législative et le premier tour de la présidentielle. Et ce qu'il se dit place Tahrir, c'est finalement ces gens ne sont pas religieux, c'est ce que disait Hassan Chalgoumi, ces gens ne sont pas religieux, ce sont des politiques intéressés. Ils ne pensent que soit pactiser avec les militaires, ce qui les a complètement discrédités dans un premier temps. Maintenant, ils essaient de se rattraper en organisant les manifestations place Tahrir, mais plus personne n'est dupe de leur opportunisme politique. Tant que les frères musulmans étaient un mouvement social, ils étaient les héros de l'alternative. Maintenant qu'ils sont un parti, ils vont devoir assumer tout ce qui va avec le fait d'être un parti, la responsabilité et le risque un jour d'être
balayés dans les urnes par quelqu'un d'autre. Parce qu'une fois qu'ils auront déçu, il faudra bien aller chercher quelqu'un d'autre. Et l'espoir, ce sera enfin peut-être des débats plus sociaux, plus économiques qui feront une différence vis-à-vis de cette option-là. Maintenant, sur la situation ici et ce qu'on se disait sur la difficulté de séparer le politique et le religieux dans un État, à mon avis, pas simplement du fait de l'identité, de la question du judaïsme au cœur de la naissance d'Israël, évidemment à cause aussi de la situation du conflit. J'y vois, moi, de mon regard de France, et j'ai du mal à parler de ça parce qu'en fait, j'ai une conviction profonde, c'est que c'est tellement épuisant quand en France on travaille sur les questions de laïcité et d'intégrisme, d'être systématiquement renvoyé au conflit israélo-palestinien. Et je peux vous dire qu'il m'est arrivé de dire au Maroc et ailleurs, mais vraiment, le jour où il n'y a plus ce conflit, on ne sait pas de quoi vous allez parler, parce que vous ne savez penser qu'à ça. Et moi, j'ai vraiment eu à cœur pendant des années de ne pas parler du conflit israélo-palestinien, mais de ne pas en dire un mot, pour une raison simple, c'est que travaillant sur l'intégrisme, comme dès qu'on travaille sur l'islamisme, on est accusé d'être soit islamophobe, soit un agent du Mossad. D'ailleurs, on a failli faire un manifeste avec des amis. À un moment donné, on s'est dit on va finir par demander des chèques parce qu'on a tellement tous été accusés d'être des agents du Mossad. À un moment donné, il faut qu'on puisse dire qu'on n'a jamais été payé quand même. Oui, du genre, non, t'as raison, blague. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pour moi très important de séparer ces deux sujets et ça le reste. Je veux absolument qu'on ne fasse pas l'amalgame entre ces deux sujets qui ont leur dynamique propre. Et bien sûr qu'il y a des questions d'intégrisme qui viennent se mêler au durcissement du conflit israélo-palestinien. Mais je ne veux l'aborder que sous cet angle-là. Maintenant, si on pose la question de savoir qu'est-ce que je vois comme évolution sur les questions de la laïcité au niveau international, ce que je sais, c'est que même si ça n'est qu'un prétexte à la propagande des islamistes et des antisémites, et même si je sais bien que les antisémites n'ont pas besoin que des juifs quelque part dans le monde commettent des actes injustes pour certains, pour être antisémites, j'ai envie de vous dire que le jour où ce conflit cesse, tous ceux qui se battent contre l'islamisme et l'antisémitisme vont quand même être extrêmement, extrêmement, extrêmement aidés. Parce que pour l'instant, on a vraiment le sentiment de se battre avec une main liée dans le dos. Et chaque fois qu'on marque des points sur ces questions-là, il y a toujours, grâce au conflit israélo-palestinien qui perdure et qui pourrit, les salauds s'en sortent parce qu'ils peuvent l'utiliser. Et voilà. Parce que comme dirait Frédéric Ancel, je retiens ta formule, il ne me reste plus qu'une heure. Mais quand on est un corps, quand on a la chance, et sur ces sujets-là, c'est une chance d'être goy, pour pouvoir en parler sans être amené à quoi que ce soit. Ça va encore. Quand on s'appelle Hassan Chalgoumi, et je voudrais lui rendre vraiment hommage, parce que je sais ce que ça lui coûte, ce que ça va lui coûter, ce que ça lui a coûté avant et ce que ça va lui coûter après d'être venu jusqu'à Tel Aviv. Quand on sait la campagne qu'il y a déjà dans les journaux tunisiens, français, pas vraiment français, mais en tout cas dans les sites islamistes français contre lui, je sais que pour quelqu'un comme Hassan Chalgoumi, qui a été d'un courage inouï contre la tolérance zéro vis-à-vis de tout antisémitisme, vis-à-vis de tout intégrisme, au sein de ses fidèles, devant ses fidèles, avec des gens qui, à la porte de sa mosquée, distribuent des tracts contre lui, le menacent de mort, ou des fois rentrent dans la mosquée pour délivrer des fatwas contre lui. Je sais que le jour où ce conflit, sur lequel je n'écris non seulement pas pour les raisons que je vous ai expliquées, mais aussi parce que j'aime écrire sur les sujets où j'ai des solutions à proposer, et que là, je crois vraiment qu'il n'y a que vous et que les Palestiniens qui les avez. Mais le jour où ce conflit cesse, Hassan Chalgoumi pourra gagner. Je ne me sens pas du tout capable de faire une synthèse de tout ce que nous avons entendu. Je souhaitais parler en dernier parce que je me suis exprimé hier sur le même sujet. Et je n'étais pas là. Oui, je ne voulais pas moi me répéter, notamment devant des intervenants qui m'ont entendu. Mais je dois remercier Caroline Fourès parce qu'elle va m'épargner cette honte. J'ai très envie, non encore une fois de synthétiser ce qui a été dit, mais en tout cas de lui répondre. Caroline Fourès vous a fait état
de son optimisme relatif en ce qui concerne la situation française. J'aurais aimé avoir le temps de parler aussi d'Israël, je crois que le temps m'est compté. Je vous parlerai donc de mon inquiétude pour ce qui concerne la France. En France, aujourd'hui, quand un éditorialiste est menacé, qui s'exprime à la radio, quand on annonce que son émission risque d'être supprimée ou qu'il risque d'être limogé, les grands journaux se réjouissent. Ce qui veut dire que la France est ce pays singulier où la presse elle-même est hostile à la liberté de la presse. Je veux dire par là que l'espace de la parole acceptable en France ne cesse de se rétrécir. Et c'est grave parce que c'est aussi l'espace de la réalité acceptable qui se réduit. Prenons un exemple. Prenons une affaire qui a ému évidemment toute la France et dont Israël a bien sûr entendu parler, les tueries de Montauban et de Toulouse. L'affaire dite Mera, du nom de celui qui a assassiné 3 soldats français et 4 juifs, dont 3 enfants, devant une école à Toulouse. Dans les jours qui ont suivi ce crime, une hypothèse a circulé. Elle a eu la faveur des médias. Cette hypothèse, c'était un crime venu de l'extrême droite. Un éditorial du Monde a, pointé les discours de haine qui, en France, avaient ou auraient armé le tueur. Il désignait par là non seulement Marine Le Pen, mais même le gouvernement en place et notamment le ministre de l'Intérieur. Une haine qui empoisonnait le climat en France. Un islamiste, finalement, a commis ce crime. Donc, beaucoup d'éditorialistes ont été pris à contre-pied. Ils ont, bien entendu, condamné ce crime, mais si leur hypothèse s'était vérifiée, une immense manifestation aurait eu lieu. Leur hypothèse ayant été invalidée, c'est une petite manifestation qui a eu lieu à l'initiative du Conseil représentatif des institutions juives de France et de quelques associations. Et il y a eu assez peu de monde. Cela étant, je ne veux pas non plus noircir le tableau, la France a été, dans son ensemble, bouleversée par ces événements. Les affaires ont repris très vite, notamment la campagne pour les élections présidentielles, mais là où je parle, si vous voulez, d'un rétrécissement de la réalité acceptable. Des enquêtes n'ont pas suivi sur l'impact de ce crime dans ce que Caroline Fourest a nommé, comme d'autres aujourd'hui, les quartiers populaires. Et je m'arrête un instant à ce terme. Le mot populaire en France s'est divisé en deux. Quand on vous dit les classes populaires quittent la banlieue et votent pour Marine Le Pen, tout le monde sait de quoi on parle. Et quand on vous dit il y a, si vous voulez, des tensions dans les quartiers populaires, tout le monde sait de quoi on parle aussi. Populaire veut dire deux choses totalement différentes. Dans un cas, il s'agit du peuple autochtone ou d'origine européenne, et dans un autre cas, il s'agit d'une majorité de gens issus de l'immigration maghrébine ou africaine. Pour autant, on dit quartier populaire. Mais c'est très intéressant, cette division en deux du peuple, elle manifeste dans la langue notre gêne devant la crise très grave du vivre ensemble, le séparatisme territorial et culturel qui s'approfondit sans cesse en France. Donc, on ne s'est pas interrogé sur l'impact
de cette affaire dans les quartiers populaires. La presse n'a pas fait ce travail-là. Elle aurait fait un travail d'exégèse et d'analyse beaucoup plus ample si le crime avait été d'origine fasciste. Là, tel n'a pas été le cas. Et c'est il y a quelques jours qu'on a appris, après les attentats, les agressions de Villeurbanne contre des enfants juifs, que dans de multiples lieux, Mohamed Merah avait été héroïsé, qu'il avait agi comme un exemple, et que depuis ce crime, des agressions contre les juifs se sont multipliées en France, donc au mois de mars et au mois d'avril. Et hier, je parlais avec M. Chagouni. Nous étions à table avec la séance inaugurale de notre club. Et il m'a dit une chose extraordinaire, incroyable. À Drancy, là où il est imam, eh bien, il y a eu le soir des élections des banderoles qui sont apparues, des affiches dans la nuit. Sarkozy dégage, sioniste dégage, Chagouni dégage, juif dégage. Et c'est lui qui me l'a dit. Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi n'est-ce pas la presse? Pourquoi ne le sait-on pas par les journaux? Pourquoi ne le sait-on pas par les journaux? Et là, cela me fait penser à un livre qui est apparu en France en 2002, Les territoires perdus de la République, livre faisant état de la montée du sexisme et de l'antisémitisme dans un certain nombre de quartiers populaires. La situation entre 2000 ou 2002 et aujourd'hui ne s'est pas améliorée. Elle s'est peut-être aggravée, en tout cas, elle s'est cristallisée. Voilà de quoi, me semble-t-il, il faudrait davantage parler en France, mais il me semble, et c'est pour cela que je ne partage pas l'optimisme de Caroline Fourest, que l'antiracisme et l'antifascisme dominants dans notre pays ne sont pas armés pour le faire. En revanche, ils sont très bien armés pour taper sur ceux qui essayent de voir ce qu'ils voient. D'où, effectivement, mon inquiétude et mon pessimisme. Et maintenant, si j'ai le temps, un mot peut-être sur Israël. Je ne veux pas parler du débat entre le laïc et le religieux. De toute façon, cette question ne peut jamais se clore. Israël est voué à une confrontation perpétuelle. Mais moi, je suis très frappé par, si vous voulez, cette définition religieuse de la nation. C'est-à-dire, c'est la halakha qui dit qu'est juif un enfant né d'une mère juive. Donc, la religion donne du juif une définition laïque. Un juif, c'est pas quelqu'un qui croit en Dieu. Donc, c'est la religion qui a donné, si vous voulez, le coup d'envoi du judaïsme en tant que nation. Donc, cette façon, il est tout à fait normal d'opposer l'un et l'autre et d'essayer de trouver un motus vivendi, mais à ceux en France qui disent il ne peut pas y avoir un État juif puisque juif est une religion, je crois qu'en France on est amené à répondre oui, mais la religion juive a donné du judaïsme une définition nationale, c'est-à-dire, au bout du compte, laïque. Ça va bien marcher. D'un mot juste. D'abord, j'ai volontairement été optimiste puisque je savais qu'Alain parlerait derrière. Une question d'équilibre. Ensuite, quand même, quelques points. Premièrement,
Le chroniqueur dont Alain parle, c'est Éric Zemmour. Quand on a quelqu'un qui tient toute la journée des propos sexistes, homophobes et racistes, on ne peut pas tout à fait demander à ce que tout le monde ne soit pas soulagé à un moment donné qu'il aille s'exprimer ailleurs, et en tout cas il n'est pas privé de parole. On l'a entendu largement. Tu le défendras, Elisabeth, t'inquiète pas, je ne suis pas inquiète. Je voudrais juste dire que la tolérance envers le racisme, à un moment donné, même parce qu'il y a de l'islamisme, autant je me suis battue de façon vraiment sans nuance contre ceux qui veulent tolérer l'islamisme parce qu'il y a du racisme, autant je suis fatiguée qu'à cause du risque de l'islamisme, on tolère le racisme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au début, la piste sur Mohamed Merah, c'est vrai qu'on pensait que c'était un tueur plutôt d'extrême droite, mais ce que Alain a oublié de dire, c'est parce que les 3 militaires qu'il avait pris pour cible étaient d'origine maghrébine. Et que c'est ça les tueries de Montauban. Et que donc effectivement devant des militaires maghrébins tués et aussi des juifs, on pensait qu'il était d'extrême droite, puisque généralement l'extrême droite a soit prioritairement la haine des Arabes, soit prioritairement la haine des Juifs. Quant au territoire de la République, et nous l'avons écrit, il y a juste une chose sur mon optimisme. Là où je ne partage pas la vision du débat intellectuel d'Alain Finkielkraut, c'est que définitivement, le livre sur les territoires perdus de la République, il ne peut pas dire qu'il n'en a pas entendu parler dans la presse française. Nous avons parlé de ça pendant des années de ce livre. Nous n'avons pas cessé, nous ne cessons pas de parler de la montée de l'islamisme dans les quartiers populaires qui, oui, les quartiers populaires désignent les gens qui vivent dans des zones de relégation sociale pauvres où il y a des racistes et des gens qui sont fans de l'islamisme et ils vivent ensemble. Et souvent, ils se connaissent très bien. Oui, et c'est la même définition, c'est des quartiers populaires. Et pour avoir à répondre sur tout ça, donc je pense qu'on en parle, on en débat, c'est pas vrai qu'il y a un tabou là-dessus, ça c'est totalement faux, il faut ne pas avoir ouvert la télévision en France depuis 10 ans pour penser qu'il y a un tabou là-dessus. Qu'ensuite il y ait des gens, je reviens là-dessus, qu'ensuite il y ait des gens qui soient toujours plus à l'aise pour se battre contre l'extrême droite quand elle est catholique, et qu'il n'y a donc pas le risque d'amalgame raciste, que pour se battre contre l'extrême droite musulmane, où il y a le risque d'amalgame raciste, évidemment que oui. Et c'est toute la difficulté du combat à la fois antiraciste et à la fois laïque. Et puis je suis désolée de dire que du coup, à cause de ce débat franco-français néanmoins, qui a pris trop de place, j'ai pas eu l'occasion de débattre, et j'aurais vraiment aimé, avec M. Cherlot, de l'importance de la constitution laïque, parce que, en l'entendant seulement à moitié, j'ai eu l'impression d'entendre des militants d'Ennahda tunisiens qui explique en ce moment même que la constitution tunisienne doit être basée sur l'identité musulmane, que c'est important parce que forcément c'est ce qui fait l'identité de la Tunisie, et que du coup les laïcs ont perdu la bataille sur l'article 1, qui pour moi est ce qui fait la séparation, non pas entre les laïcs et les religieux. Il y a des religieux laïcs et il y a des laïcs, enfin voilà, on est en train de tout mélanger là. La laïcité c'est un cadre où vivent des religieux et des non-religieux. Et bien en Tunisie, parce que l'identité religieuse est en train d'être inscrite dans la Constitution et que la bataille sur l'article 1 a été perdue, moi je pense que dans les années à venir, les non-religieux et les minorités religieuses seront toujours écrasés par les plus religieux parce que la Constitution n'est pas avec eux. Je vous rappelle juste qu'en Turquie, il y a une constitution laïque, ce qui est quand même la preuve que les pays musulmans peuvent adopter des constitutions laïques, que ce n'est donc pas une question d'islam, mais de rapport de force entre laïcs ou non laïcs, encore une fois qu'ils soient religieux ou non. Il y a des États musulmans qui sont laïcs, et il y a des pays juifs où c'est difficile pour des laïcs de se battre face aux intégristes. Voilà.